Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Et nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué à cet événement. Je m'appelle Ariel Rosenstein, je suis ambassadeur adjoint d'Israël en Suisse avec ma collègue, Madame Emilia Karkabassi, l'ambassadrice adjointe de Grèce en Suisse. Nous avons l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à tous pour cette cérémonie de la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste à Berne. En raison du Covid et pour assurer la sécurité des personnes présentes en ces temps difficiles, nous avons décidé de diffuser notre cérémonie en direct en ligne depuis l'UPU ici à Berne. Nous vous prions de garder vos masques à moins que vous parlez sur scène. Cette cérémonie sera traduite vers l'allemand, le français et l'anglais. Pour vous ici présents, vous verrez les différents canaux linguistiques indiqués ici. Pour vous qui nous suivez depuis vos domiciles, vous pouvez choisir et changer de canal selon vos besoins. Le programme commémoratif de cette année est présidé par l'ambassade de Grèce et porte le titre « Enseignement et apprentissage de l'Holocauste, l'exemple de Thessaloniki, métropole juive, sa gloire et sa destruction ». Avant de commencer, je voudrais vous inviter à vous lever afin d'observer une minute de silence afin d'honorer la mémoire des victimes de la Shoah. Thank you. Merci. Vous pouvez reprendre place. Nous allons commencer par une prière à la mémoire des victimes de la Shoah. El Malech Arnim, lu par le rabbin Michael Cohen de la communauté juive de Berne. אל מלא רחמים, דיין אלמנות ואבי יתומים, אל נא תחשב ותתאפק לדם ישראל, שנשפך כמים. האמצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים, לנשמותיהם של רבבות אלפי ישראל, אנשים ונשים, ילדים וילדות, שנהרגו ונשחטו ונשרפו ונחנקו ונקברו חיים, בארצות אשר נגע בהן יד הצורר הגרמני וגרוריו, כולם קדושים וטהורים, ובהם גאונים וצדיקים, ארזי הלבנון אדירי התורה, בגן עדן תהא מנוחתם. לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמתם, אדוני הוא נחלתם, ואנוחו בשלום על משכבם, ונאמר אמן.
Thank you, Rabbi Cohn. Merci, Rabbi Cohn. Le premier orateur de cette soirée sera l'ambassadrice de l'État d'Israël, Son Excellence, Madame Yifat Reshef. Chers survivants de l'Holocauste, chère Madame Kalin, présidente du Conseil national, cher Dr Levin, cher Rabbi Cohn, chères excellences et membres du corps diplomatique, chers fonctionnaires du gouvernement suisse et les représentants des communautés juives, chers mécènes, chers invités, mesdames et messieurs. Je suis à la fois honoré et humble de m'exprimer devant vous lors de cette importante cérémonie en tant que nouvelle ambassadrice d'Israël en Suisse. Malheureusement, c'est déjà la deuxième fois que nous devons diffuser cet événement du souvenir et demander aux participants et aux invités de nous rejoindre virtuellement en raison de la pandémie. Nous sommes peut-être loin de vous physiquement, mais en esprit, nous sommes ensemble. L'essence de cette journée internationale du souvenir consiste à honorer la mémoire des victimes de l'Holocauste et d'éduquer la jeune génération sur l'histoire et les leçons de l'Holocauste afin de s'assurer que de telles atrocités ne se reproduisent plus jamais. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur l'expérience de nos frères et sœurs de la communauté juive de Grèce pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi, et comme toujours, nous honorerons les survivants suisses de l'Holocauste, nous partagerons leurs histoires et leurs souvenirs et nous rendrons hommage à ceux qui ne sont plus parmi nous. Je voudrais souhaiter la bienvenue et saluer tout particulièrement les survivants de l'Holocauste, Bronislav Ehrlich, Breti Brenner et Mark Warszawski, qui nous fera cadeau de son jeu de violoncelle aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous, cher Monsieur Ehrlich, chère Madame Brenner et cher Monsieur Warszawski. Par ailleurs, nous aurons plus tard l'honneur d'entendre le témoignage de la survivante grecque de l'Holocauste, Jeannette Hadjis, aimablement enregistrée par la Fondation Gamma Rahal. Malheureusement, le professeur Ladislav Loeb, l'orateur de l'événement commémoratif de l'année passée, est décédé le 2 octobre 2021. Nous ne pourrons jamais le remercier assez pour son précieux travail. Ladislav Loeb a travaillé sans relâche jusqu'à la fin pour garder vivante la mémoire de l'Holocauste, pour tirer les leçons du passé et pour le présent, dans les classes d'école et avec d'innombrables conférences et interviews. Lorsqu'il s'agit de combattre le déni et la déformation de l'Holocauste, de lutter contre l'antisémitisme, d'aider les survivants de l'Holocauste et d'éduquer les générations futures, Israël, son gouvernement, ses diplomates et l'ensemble de sa société s'engagent à poursuivre leurs efforts sans relâche. Je suis heureuse de mentionner à cet égard la nouvelle résolution importante et qui a été adoptée par consensus la semaine dernière par l'Assemblée générale des Nations unies. Cette nouvelle résolution, initiée par mes collègues de notre mission auprès de l'ONU, menée par Israël et l'Allemagne et co-parrainée par la Suisse et d'autres pays représentés ici aujourd'hui, vise à donner aux pays des outils pratiques pour lutter contre les diverses expressions du négationnisme. Je voudrais également mettre l'accent sur l'important travail effectué en Suisse par la Fédération suisse des communautés israélites ainsi que par les différentes organisations, dont par exemple le GRA, le CICAD, l'Association des organisations juives suisses d'aide aux réfugiés et d'assistance sociale, ainsi que d'autres organismes importants comme la Fondation Gamma Rahal. Il est essentiel de préserver soigneusement tous ces précieux enregistrements et témoignages des survivants de l'Holocauste et de les rendre accessibles à tous, en particulier aux enseignants et aux classes d'école. Nous devons encourager les initiatives en la matière, la réalisation d'expositions, de conférences, de livres, de films ou de pièces de théâtre. En outre, et au-delà de simplement honorer la mémoire des victimes de l'Holocauste, nous avons tous le devoir de faire de notre monde un endroit meilleur et un endroit plus sûr. Les gens devraient se respecter mutuellement, tendre une main secourable en cas de besoin et faire face ensemble aux défis
et aux menaces communes afin que nous puissions tous vivre en paix et en sécurité. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à cette importante soirée, et en particulier à mon adjoint Ariel Rosenstein et notre merveilleuse équipe qui a mené l'effort d'organisation de cette cérémonie avec nos collègues de l'ambassade de Grèce et d'autres partenaires de l'IHRA et bien sûr du département fédéral des affaires étrangères suisse. Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont fait l'honneur de leur présence aujourd'hui et nous vous souhaitons tous une soirée pleine de sens. Merci. Thank you, Ambassador Reshef, and good evening from me as well. Merci, ambassadrice Reshef. Je vais inviter maintenant le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis, Madame Eva Weigold-Schulz. Bonsoir. Président Kaylan, Président Levin, Rabbi Cohn, ambassadrice Reshef, Mes Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un privilège personnel pour moi d'être ici cette année encore pour commémorer la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste. L'ambassadeur Scott Miller souhaitait lui aussi être présent, mais malheureusement, son retour en Suisse a été retardé. Il vous transmet ses meilleures salutations et se réjouit de poursuivre notre collaboration avec vous tous. Chaque année, à cette époque, nous nous réunissons pour honorer les 6 millions de victimes assassinées pendant l'Holocauste et pour partager les histoires courageuses de ceux qui ont survécu. Ce souvenir de victimes et célébrer les survivants fait partie de notre responsabilité morale de ne jamais oublier. Malheureusement, l'attaque choquante et la prise d'otages dans une synagogue dans mon propre pays ces derniers jours, dans l'État du Texas, exposent la réalité dans laquelle les communautés et institutions juives continuent d'être la cible d'attaques terroristes et de théories du complot dans le monde entier. C'est un rappel douloureux du fait que nous ne pouvons pas relâcher notre travail de lutte contre l'antisémitisme dans chaque pays et à chaque instant. Nous devons accepter la responsabilité permanente de travailler ensemble pour contrer le déni et la déformation de l'Holocauste, qui érodent notre compréhension de la vérité historique et permettent à l'antisémitisme de progresser dangereusement vers le courant dominant. Pour l'administration Biden, cet engagement est profondément personnel. Le secrétaire d'État Anthony Blinken est le beau-fils d'un survivant de l'Holocauste, Samuel Pisar, qui a survécu pendant 4 ans à Auschwitz, Dachau et d'autres camps de concentration dans sa jeunesse. Il a été le seul des 900 enfants de son école en Pologne à survivre l'Holocauste. Non seulement il a survécu, mais il est devenu un conseiller juridique et de politique étrangère célébré et accompli, cofondateur de Yad Vashem en France et un militant dévoué à la cause de la paix et de la dignité humaine. Son histoire est un exemple convaincant de la façon dont les survivants de la pire atrocité de l'histoire moderne ont contribué à l'amélioration de l'humanité. Mr. Blinken parle souvent et avec éloquence de la puissance de l'héritage extraordinaire de son beau-père qui a façonné son propre engagement dans la lutte contre l'antisémitisme. Et pour éteindre nos efforts, il a récemment nommé l'ambassadeur Stuart Eisenstadt, un leader connu et respecté dans ce domaine, comme son conseiller spécial sur les questions liées à l'Holocauste. Cette nomination, qui vient s'ajouter à celle de notre envoyé spécial pour les questions relatives à l'Holocauste, nous permettra d'étendre considérablement nos activités de sensibilisation et d'en faire le plaidoyer. Se souvenir et nous renseigner sur les victimes, les héros et les leçons de l'Holocauste est d'autant plus important aujourd'hui, alors que les négationnistes et les minimiseurs de l'Holocauste se font de plus en plus entendre dans notre discours public et que la génération des survivants diminue avec l'âge. Pour reprendre les mots du président Biden, nous devons transmettre l'histoire de l'Holocauste à nos petits-enfants et leurs petits-enfants afin de tenir la promesse du « plus jamais ça ». Cet engagement de vigilance en faveur de la dignité humaine est également une pierre angulaire de la politique étrangère globale de l'administration Biden. Cela inclut le sommet pour la démocratie que le président Biden a accueilli en décembre, un appel à l'action pour que le pays prenne des mesures concrètes pour protéger la liberté et les droits de l'homme, tant chez eux qu'à l'étranger. Nous sommes heureux de travailler avec la Suisse et avec Israël, afin qu'avec de nombreux autres partenaires,
ainsi qu'avec de nombreux autres partenaires, sur cette importante initiative visant à éviter tout retour aux horreurs de l'histoire. Que l'événement sombre aujourd'hui et l'héritage de l'Holocauste nous encouragent tous à continuer à défendre la dignité humaine. Merci. Merci beaucoup. J'invite maintenant sur le podium l'ambassadeur de l'Allemagne, Michael Flügel. Chers survivants de l'Holocauste et leurs familles, cher président Levin, cher Rabbi Cohn, Excellences et chers participants, ici et derrière vos écrans, nous nous réunissons aujourd'hui, en ce 27 janvier, à l'occasion de la Journée internationale de la commémoration de l'Holocauste, ici aussi à Berne et aussi à l'écran, afin de nous souvenir de l'extermination de millions de personnes, des Juifs, de Sinti, des Roms, des personnes handicapées et des personnes aux opinions politiques différentes par les nazis. Même si la pandémie nous oblige cette année encore à renoncer au cadre habituel de la rencontre et que nous pouvons nous réunir ici que virtuellement, il nous tient à cœur de célébrer avec vous la journée de la mémoire de l'Holocauste. Nous espérons ainsi envoyer un signal pour que nous restions unis. Même en ces temps troublés, nous défendons les survivants de l'Holocauste, nous défendons nos valeurs communes. En février 2021, l'Allemagne a transmis la présidence de la IHRA, International Holocaust Remembrance Alliance, à la Grèce. Je suis honorée que vous, chère Madame Hadjis, partagiez avec nous aujourd'hui vos souvenirs de survivants. Je suivrai également avec grand intérêt vos interventions. Monsieur Chaltiel, pour en savoir plus sur le thème de cette année. Enseigner et apprendre sur l'Holocauste. L'exemple de Thessalonique, une métropole juive, sa gloire, l'art et sa destruction. C'est une phrase souvent répétée. Nous ne pouvons apprendre de l'histoire que si nous cultivons le souvenir, car ce n'est qu'ainsi que nous pouvons rendre leur dignité aux défunts et aux survivants. Nous voulons nous souvenir des personnes décédées et écouter les survivants afin de garder leur histoire vivante. Le chancelier Steinmeier en Allemagne a hier, lors de sa visite du camp de concentration à Sachsenhausen, qu'il n'avait pas le droit à l'oubli, mais que plutôt les victimes ont un droit au souvenir. La responsabilité ne s'arrête pas avec le souvenir, mais elle signifie aussi de contrer toute forme d'antisémitisme et de racisme. C'est aussi le slogan pour notre nouveau gouvernement. Pour nous, pour l'Allemagne, à partir de l'histoire effroyable de l'Allemagne et des national-socialistes, il y a une responsabilité indélébile. L'Allemagne continuera à s'engager en faveur d'un monde qui se rappelle de l'Holocauste, pour un monde sans génocide. Le nouveau gouvernement en Allemagne a clairement déclaré vouloir s'engager contre toute forme de discrimination contre les personnes basées sur la religion ou d'autres caractéristiques et de condamner fermement tout crime contre la dignité humaine. Nous nous rappelons aujourd'hui pas seulement la libération du camp de concentration d'Auschwitz, mais nous nous souvenons aussi de la souffrance incommensurable que les Juifs ont vécue aux mains des Allemands. La décision d'assassiner industriellement les Juifs d'Europe a été prise le 20 janvier 1942 lors de la tristement célèbre conférence de Wannsee. La nouvelle ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré à l'occasion de l'anniversaire de la conférence de Wannsee, et je cite, « Nous nous souvenons aujourd'hui des femmes, des hommes et des enfants juifs assassinés et de ceux qui ont survécu à l'Holocauste. Nous n'oublierons jamais ce que l'Allemagne leur a fait subir. » Les fonctionnaires du ministre des Affaires étrangères qui se sont mis au service des crimes et du génocide du régime nazi sont également coupables de leur souffrance. Ils ont ainsi contribué et sont devenus les complices dociles de l'injustice. Ce chapitre de l'histoire doit nous inciter à
tout faire pour que plus jamais cela reproduise. Nous sommes très préoccupés par l'augmentation dramatique des cas de négationnisme de l'Holocauste. L'ambassadrice allemande en Israël et l'ambassadeur israélien en Allemagne ont dénoncé le 20 janvier 2022 dans une tribune commune publiée dans le Berliner Tagesspiegel et le quotidien Maarif la persistance de la négation de l'Holocauste comme un phénomène social et international. C'est dans ce contexte, et Irfat vient de le dire, Israël et l'Allemagne ont présidé conjointement une déclaration sur le déni de l'Holocauste à l'Assemblée générale de l'ONU lors du 20 janvier 2022, date du 80e anniversaire de la conférence de Wannsee. Basée sur la définition de l'IHRA du terme Holocauste, la résolution contient pour la première fois une définition de ce qu'est le déni de l'Holocauste. En outre, la résolution demande à tous les États membres, et en particulier aux médias sociaux, d'aborder le problème de manière proactive. Et nous remercions tous les États qui nous ont soutenus par leur co-sponsoring, y compris notre État hôte, la Suisse, de sorte que la résolution a pu être adoptée par consensus sans vote. Mesdames et messieurs, comme ma collègue Irfat Reshef, j'aimerais évoquer le souvenir de notre invité d'honneur de l'année passée, le professeur Ladislav Löb. Nous sommes reconnaissants du professeur Löb, l'un des derniers survivants de l'Holocauste en Suisse. Il y a une année encore, il pouvait partager ses souvenirs avec nous. Ladislav Löb nous a quittés en octobre et nous garderons de lui un souvenir ému. Nous nous sentons étroitement liés aux survivants de l'Holocauste en Suisse et dans le monde entier. Et nous préserverons leurs souvenirs et la mémoire de l'Holocauste pour les générations futures. Merci. Thank you, Ambassador Flügger. Let us welcome. Merci beaucoup. Nous accueillons maintenant le président du National Council, Madame Irene Kellin. Très chère Madame Hadjis, très cher Monsieur Warszawski, cher Rabbi Cohen, très cher Dr Levin, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous portons aujourd'hui le deuil de ces 6 millions d'enfants juifs, femmes, enfants, hommes. Nous faisons le deuil des millions de Sinti et de Romains, de personnes souffrant d'handicap, des personnes homosexuelles, des témoins de Jéhovah, les Afro-Allemands et les activistes politiques et des prisonniers de guerre qui ont été assassinés au nom de l'idéologie nationale-socialiste. Nous portons également le deuil des milliers de femmes, hommes et enfants juifs qui cherchaient protection par la Suisse, mais que nous avons abandonnés. Aujourd'hui, il y a 77 ans, les troupes polonaises ont libéré Auschwitz. La libération des camps de concentration n'était pas leur but. Ils ne voulaient rien en savoir. Lorsque, en après-midi de 27 janvier, ils ont atteint le camp, il semblait calme et vide. C'est peu à peu seulement que les soldats se sont rendus compte qu'ils ont été entourés de victimes. Ils ont trouvé 7500 personnes, victimes de faim, d'épuisement et d'insécurité ainsi que de froid. Après 5 ans d'enfermement à Auschwitz, ils étaient enfin libérés. Mais la plupart d'entre eux ne l'ont jamais fait. Environ 1 million de personnes ont été tuées rien qu'à Auschwitz, ce qui a fait le plus grand massacre en un seul lieu dans l'histoire de l'humanité. Cela ne doit plus jamais se reproduire. Néanmoins, cependant, je suis d'accord avec le regretté secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. Dans des occasions comme celle-ci, la rhétorique est facile. Nous disons à juste titre, plus jamais ça. Mais l'action est beaucoup plus difficile. Depuis l'Holocauste, le monde, à sa grande honte, échoué plus d'une fois à prévenir ou à arrêter un génocide. Il est donc important qu'en ce jour, nous ne commémorions pas seulement les chiffres et les dates, mais que nous nous rappelions également comment et pourquoi cela s'est produit. Nous devons nous rappeler encore et encore que ce n'est pas l'indescriptible ou l'inimaginable qui a conduit à l'Holocauste, mais une multitude d'événements qui se sont déroulés pendant plusieurs années dans différents contextes européens.
et que l'Holocauste, ce crime contre l'humanité, n'a pas été commis par des sauvages et des bêtes, mais par des êtres humains. Et que l'Holocauste a été alimenté par la haine, mais qu'on l'a laissé se propager par l'indifférence. Cette complicité passive ne peut qu'être combattue par une conscience collective. Cependant, une conscience collective n'évolue pas toute seule. Elle se développe à travers nos relations personnelles avec les victimes et les survivants. Et c'est donc en ce jour que nous voulons également rendre hommage aux survivants de l'Holocauste. Et c'est avec beaucoup de respect et d'humilité que nous admirons leur courage, leur résilience et leur persévérance à continuer, malgré le lourd fardeau des souvenirs douloureux et de privation. Au fil des décennies, ils ont revécu leur traumatisme encore et encore, en partageant avec nous ce qui s'est passé, en nous le racontant, afin que nous puissions apprendre de leur expérience et surtout faire mieux. 77 ans, c'est une vie. Qu'adviendra-t-il de la mémoire collective lorsque nous serons livrés à nous-mêmes, lorsque les survivants ne seront plus parmi nous pour entretenir ce souvenir? Franchement, je redoute ce moment. Parce que des fois, ce serait plus simple d'oublier plutôt que de se souvenir. Mais nous devons nous souvenir. Cela me réconforte. Chacune et chacun d'entre nous peut faire beaucoup pour que ces souvenirs restent dans notre conscience collective et pour que cette conscience fasse de nous des interprètes vigilantes du présent. C'est l'une des raisons pour lesquelles notre Parlement a accepté à la fin de l'année dernière une motion visant à créer en Suisse un lieu de commémoration officielle des victimes du national-socialisme, un mémorial pour les personnes persécutées, privées de leurs droits et assassinées, un mémorial pour le peuple juif, les minorités, les dissidentes, ainsi que les réfugiés refoulés à la frontière suisse. Le mémorial honorera également les personnes qui ont offert leur aide aux personnes persécutées en Suisse. Les générations futures doivent savoir ce qui s'est passé et à quoi peuvent conduire le racisme et la discrimination. Enfin, qu'elles se rendent compte combien la démocratie et l'état de droit sont fragiles et précieux. Elles pourront alors dire à leur tour « plus jamais ça » et veiller que cela ne se reproduise plus. Plus jamais. Merci de votre attention. Thank you very much, President Kalin. The President of the Swiss Confederation, Mr. Ignazio. Merci beaucoup. Le président de la Confédération, Ignacio Cassis, va s'adresser à nous par un message vidéo. Nous nous rappelons parce que nous ne voulons pas oublier, parce que nous ne pouvons pas oublier. Se rappeler aide à comprendre et cela aide aussi à tirer les leçons de l'histoire. Et c'est pourquoi, chaque année, à l'occasion de la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste, nous nous souvenons de 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants juifs tués et de toutes les autres victimes de l'Holocauste. Aujourd'hui, cela fait exactement 77 ans depuis que l'Armée rouge a pu libérer le camp d'extermination Auschwitz-Birkenau le 27 janvier. Les prisonniers du camp de concentration de Buchenwald durent encore passionner 11 semaines de plus. L'un d'entre eux, Fischel Rabinovich. J'ai eu le grand honneur de rencontrer personnellement cet homme merveilleux il y a quelques jours au Tessin. Fischel Rabinovich est âgé de 97 ans aujourd'hui et c'est l'un des derniers survivants de l'Holocauste en Suisse. Il est né en Pologne en 1924. Il a été déporté en 1941 et passe près de 4 ans dans différents camps de travail et de concentration. Ses parents, ainsi que 7 de ses 9 frères et sœurs, ne survivent pas à l'Holocauste. Rabinovich lui-même ne pèse plus que une trentaine de kilos lors de sa libération, mais il est vivant. Jeune homme, il arrive en Suisse en 1947. Après un séjour au sanatorium de Davos, il fait un apprentissage, il se marie et il s'installe au Tessin.
Toujours doué pour la peinture, Rabinovitch commence, après sa retraite, à transposer en images ce qu'il a vécu. Mes tableaux doivent nous aider à ne jamais oublier ce qui s'est passé à l'époque, explique-t-il pour expliquer sa passion. 50 œuvres d'art ont ainsi été créées au fil des ans. Une confrontation visuelle impressionnante avec le judaïsme et la Shoah. Voir ces images et entendre l'incroyable histoire de la vie de Rabinovitch en personne m'a beaucoup touchée. Nous pouvons encore entendre ces témoignages de survivants. Nous pouvons encore rencontrer ces personnes, leur serrer la main et nous asseoir à leur côté. Ce sont des voix discrètes qui nous parlent. Mais ce qu'elles ont à dire est important. Peut-être plus important que jamais avant. C'est à nous de préserver leurs paroles. L'écrivain italien et survivant de l'Holocauste Primo Levi l'a dit avec force. Pensez que ces choses ont été. Vous les méditerez quand vous serez assis dans une maison, quand vous marcherez sur vos chemins, quand vous vous coucherez et quand vous vous leverez. Vous les inculquerez à vos enfants. Lorsque nous nous souvenons de l'Holocauste, nous le faisons pour les millions de personnes qui n'y ont pas survécu. Mais nous le faisons aussi pour les survivants. Et nous le faisons pour nous-mêmes. Ce n'est qu'en comprenant comment quelque chose a pu se produire que nous pourrons empêcher de telles atrocités à l'avenir. Les générations nées après la guerre ne portent pas la responsabilité de l'Holocauste. Mais nous avons bel et bien la responsabilité de nous souvenir et de tout mettre en œuvre pour que l'histoire ne se répète pas. Nous avons la responsabilité de nous opposer à l'antisémitisme, au racisme, à la haine et à la violence, ainsi qu'au totalitarisme. Le Conseil fédéral se prononce clairement et sans équivoque contre l'antisémitisme et le racisme. Il a en outre adopté en juin dernier un rapport contenant des recommandations sur la manière de développer les mesures contre l'antisémitisme en Suisse. La mémoire de l'Holocauste n'est pas possible sans la transmission d'informations et de connaissances. Et surtout, mais pas uniquement, dans les écoles. Ces dernières années, des grands progrès ont été réalisés dans le domaine des technologies de l'information. Cela permet notamment de s'adresser aux jeunes et de les intéresser à l'histoire de l'Holocauste et aux témoignages des survivants. En outre, une création d'un lieu de mémoire suisse pour les victimes du nazisme est une préoccupation majeure pour moi personnellement, ainsi que pour l'ensemble du Conseil fédéral. Pendant l'Holocauste, des millions de personnes ont été assassinées. Des Juifs, des Tziganes, des Romains, des personnes handicapées et des homosexuels. Leurs rêves et leurs espoirs ont été anéantis au nom d'une idéologie inhumaine qui ne supporte pas la diversité. Une diversité qui est pourtant notre force. C'est à nous tous de tout mettre en œuvre pour respecter cette diversité et de la défendre en toutes circonstances. Nous devons tous, toujours et à nouveau, nous porter garant de ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Et nous devons le faire pour un monde libre, démocratique et régi par l'État de droit. Thank you, President Cassis, for your important message. Merci au président du Conseil fédéral, Ignacio Cassis. Et j'invite maintenant le président de la Fédération suisse des communautés suisses, de communautés juives en Suisse, Dr. Ralph Levin.
Chers survivants, Madame la Présidente du Conseil national, Excellences, Kvod Harav, Mesdames et Messieurs, il y a 77 ans aujourd'hui, le camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau était libéré par l'armée soviétique. Depuis que la Suisse a adhéré en 2004 à l'IHRA, elle célèbre elle aussi la Journée internationale de la mémoire de l'Holocauste. Mais combien de personnes connaissent cette date et savent ce qui s'est passé le 27 janvier 1945? Et surtout, combien comprennent ce que cette date représente réellement dans l'histoire de l'Europe et dans l'histoire du monde? Oui, je suis sûre que nous, qui avons été invités à cet acte festif et commémoratif, et tous ceux qui nous écoutent, sommes au courant des terribles événements, de la terreur et du règne des nazis, des souffrances des victimes et de celles des générations futures, dans la mesure où ces souffrances et ces destins peuvent être compris. Et je suis reconnaissant pour les nombreuses et importantes activités de l'IHRA et pour le fait que la Suisse officielle et tant de pays remplissent leurs obligations. Mais je suis également reconnaissant envers le responsable de nombreuses organisations, juives et non juives, pour leur engagement inlassable contre l'oubli et pour le maintien de la mémoire. Mais qu'en est-il de la société civile et surtout de la jeune génération? Qu'en est-il des nombreuses personnes qui disent « ça suffit, tirons un trait. Ces vieilles histoires n'ont rien à voir avec moi. Et finalement aussi, ce n'est pas de ma faute. » Savent-ils de quoi nous nous rappelons chaque année le 27 janvier? C'est là que nous sommes tous sollicités dans nos fonctions et dans nos mandats. C'est ici que nous avons la possibilité et même le devoir de créer et de façonner ce qui se passe, car la manière dont nous nous souvenons nous détermine dans notre présent et va façonner notre avenir. Qu'est-ce que cela signifie? Du point de vue de la politique de la mémoire, beaucoup a été fait en Suisse ces dernières années. Que ce soit par exemple le concept d'un mémorial suisse pour les victimes du national-socialisme, ainsi que nous, le FSCI, avons remis au Conseil fédéral en mai 2021 et en tant que membre d'un groupe de pilotage et à l'initiative de l'Organisation des Suisses de l'étranger, OSE. C'est grâce aussi à un soutien parlementaire interpartiel remarquablement important. Le projet est en très bonne voie pour être réalisé, ceci sous la direction du département fédéral des affaires étrangères. Nous avons par ailleurs entendu juste avant comment notre président, le président de la Confédération, s'exprime à ce sujet. Il faut saluer le fait que la Suisse adhère depuis l'année dernière à la définition de l'antisémitisme de l'IHRA. Celle-ci a fait ses preuves et est désormais reconnue et appliquée par 29 États ainsi que par diverses villes et organisations. J'aimerais également rappeler l'initiative suivante. Pierre d'achoppement en Suisse. 18 pierres d'achoppement de ce type ont déjà été posées en Suisse, principalement à Zurich et à Bâle, et ceci également à la frontière avec l'Allemagne à Riehen. Ces petites plaques de laiton encastrées dans le sol nous rappellent les terribles destins des personnes qui ont été amenées d'ici, de la Suisse supposée sûre, et qui ont été assassinés dans un camp de concentration en Europe. Les lieux de mémoire et de transmission, que ce soit les pierres d'achoppement ou un jour le mémorial officiel suisse, sont importants. Nous devons nous unir lorsqu'il s'agit de maintenir vivant le souvenir de l'Holocauste et surtout de transmettre ce dont les hommes sont capables
et comment ils ont pu en arriver là. Et je ne peux que le rappeler encore et encore. C'était par les préjugés, par l'exclusion, par la discrimination, une haine indescriptible jusqu'au génocide. Mais, et ce mais est écrit en majuscule, nous ne devons pas nous reposer sur ces projets en pensant que c'est suffisant. Le débat autour du Kunsthaus de Zurich et de la collection d'art de l'ancien fabricant d'armes Emil Georg Bürle nous montre de manière impressionnante à quel point il est important d'avoir une culture de la mémoire en Suisse. Nous devons garder à l'esprit qu'il existe une différence entre le passé autant que tel et le passé tel qu'il est commémoré. Ces thèmes bénéficient également d'un précieux soutien politique dans une motion en suspens auprès du Conseil fédéral et qui propose la création d'une commission nationale et indépendante pour les biens culturels spoliés par les persécutions nazies. La FSCI s'engage fortement en faveur de cette intervention parlementaire qui s'inspire des commissions comparables d'autres pays. Le mémorial prévu, les pierres d'achoppement, pour en rester à ces exemples, et le soutien politique qui les accompagne sont des signaux tellement importants. Un autre signal sera donné aujourd'hui à Zurich, lorsque le Grossmünster, l'hôtel de ville et la synagogue de la Löwenstrasse seront spécialement illuminés le soir à l'occasion de cette journée du souvenir, comme dans de nombreuses autres villes du monde. Tous ces signes et toutes ces activités ont en commun le fait qu'ils lancent un débat public sur la manière dont la Suisse veut et doit se positionner au sujet des questions de politique de la mémoire. Cette démarche est indispensable et doit être saluée, car celui qui connaît et qui comprend le passé peut mieux faire face aux défis du présent. Malheureusement, il y a un grand nombre de ces défis actuellement, et c'est aussi ce que représente cette journée du 27 janvier. Qu'elle favorise, notamment chez la jeune génération, la prise de conscience du courage civil, d'une démocratie stable et de droits de l'homme fort, et qu'elle nous montre l'importance du souvenir pour l'avenir. Bien évidemment, dans la lutte contre toute forme d'antisémitisme. Je vous remercie de votre attention. Thank you, Dr. Levin. I invite Mr. Merci, Dr. Levin. Et je vais inviter M. Mark Warszawski à monter sur scène. Mark Warszawski est né en 1933 en Ukraine. Il a été déporté au Kazakhstan en 1941 avec sa famille, où ils ont survécu à la Deuxième Guerre mondiale et l'Holocauste dans des conditions terribles. Lorsque la famille revint en Ukraine, leur ancienne patrie, Mark Warszawski découvre sa passion et sa vocation, le violoncelle. Il est devenu un artiste célèbre. Il jouera Nigun Baal Shem, écrit par Ernest Bloch.
Thank you, Mr. Merci, Monsieur Wachowski. La Grèce préside cette année l'IHRA, l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, qui réunit des gouvernements et des experts pour renforcer et promouvoir l'enseignement, la mémoire et la recherche sur l'Holocauste dans le monde entier. J'invite l'ambassadrice de Grèce, son Excellence Ekaterini Xarogareri, à monter sur le podium. Chers survivants, Madame la Présidente du Conseil national, Excellences, chers invités, la Grèce assume la présidence de l'IHRA depuis avril 2021 en raison de notre profond engagement dans la lutte contre l'antisémitisme et le maintien de la mémoire de l'Holocauste. La présidence grecque a donc choisi comme thèmes principaux 2 sujets cruciaux, tous 2 pertinents dans la situation actuelle où nous luttons également contre la pandémie des fake news. Nos principaux thèmes sont l'enseignement et l'apprentissage de l'Holocauste dans un monde sans génocide et de l'autre côté, la lutte contre le déni et la déformation de l'Holocauste sur Internet, entre autres. La Grèce et les Juifs grecs en particulier ont été parmi les plus durement touchés pendant la Seconde Guerre mondiale. L'Holocauste et l'effroyable perte de vie et de souffrance qu'il a entraîné hantent encore aujourd'hui la mémoire collective des Grecs. Afin de ne jamais oublier et de jamais le voir se répéter, la Grèce a lancé des programmes éducatifs spéciaux visant à enseigner l'Holocauste aux jeunes générations. Celles-ci se sont avérées parmi les plus efficaces en Europe, car elles considèrent l'Holocauste comme un avertissement et une leçon pour le présent et l'avenir, et pas seulement comme un fait historique. La Grèce a été le premier État de l'Union européenne à transposer dans sa législation des définitions de travail sur l'antisémitisme et sur la négation et la déformation de l'Holocauste. Nous considérons que l'éducation est l'un des outils les plus efficaces dans la lutte contre le déni et la déformation de l'Holocauste, ainsi que la meilleure défense contre les ennemis de la démocratie et de la liberté. Nous nous appuyons sur l'engagement de l'IHRA pour promouvoir et faire évoluer les pratiques efficaces d'enseignement de l'Holocauste. Un engagement qui a porté des grands fruits comme, tout récemment, les recommandations pour l'enseignement et l'apprentissage de l'Holocauste. L'éducation est l'arme la plus efficace pour combattre les idéologies haineuses et préserver ainsi les sociétés pluralistes et les valeurs démocratiques, ainsi que la mémoire des victimes et des survivants de l'Holocauste pour un monde sans génocide. La présidence grecque de l'IHRA en 2021 a été consacrée à l'élargissement et à l'approfondissement de ce domaine, en prenant des initiatives telles que des discussions spéciales entre éducateurs ainsi qu'en soutenant des efforts continus, tels que le concours annuel des vidéos scolaires sur l'Holocauste, organisé par le ministre grec de l'Éducation et le Musée juif de Grèce. La présidence grecque de l'IHRA 2021 poursuit également les projets en cours comme la procédure d'élargissement, ainsi que des initiatives prises par la précédente présidence allemande. Permettez-moi de mentionner brièvement quelques-uns de ces projets et d'événements organisés par notre présidence. La présidence grecque soutient l'élargissement. À cet égard, il y a eu un travail avec Yad Vashem, le United States Holocaust Memorial Museum et le ministre grec de l'Éducation qui ont organisé avec succès un atelier transnational en se concentrant sur les recommandations de l'IHRA sur l'enseignement et de l'apprentissage de l'Holocauste. Environ 170 éducateurs de 4 pays, les États-Unis, le Canada, la Grèce et Israël, se sont inscrits à cet événement. Sous la présidence grecque, un webinaire intitulé « Mise en œuvre pratique de 3 définitions de travail non juridiquement contraignant de l'IHRA dans les sociétés multiculturelles. Leçons appris, meilleures pratiques, étapes à venir » est organisé par la Macédoine du Nord en collaboration avec l'Autriche et la Grèce. Chers invités, permettez-moi de dire quelques mots sur l'invité d'honneur aujourd'hui, Madame Janet Hadjis, survivante grecque et juive de l'Holocauste, citoyenne suisse résidente à Genève. Elle a été née en 1928 dans la ville grecque de Volos. Elle était une jeune fille lorsque sa famille élargie a été déportée à Auschwitz. Seule une cousine est revenue du camp d'extermination. Elle-même, ainsi que ses parents et sa jeune sœur, ont pu fuir dans les montagnes et échapper à la déportation. Son témoignage saisissant a été enregistré par la Fondation Gamma Rahal, par laquelle je tiens à exprimer ma reconnaissance à Madame Anita Winter.
Madame Hadis est parmi nous aujourd'hui par vidéo en vue de la situation et nous pourrons donc l'entendre. Je suis certaine que vous avez tous remarqué la petite exposition à l'extérieur de la salle. Je tiens à remercier mes collègues israéliennes pour leur soutien dans la coordination de la coopération de Yad Vashem et pour nous avoir permis de vous montrer cette collection exceptionnelle des photographies de la ville juive à Thessalonique. And the cradle of ideas, art and innovation. Thessalonique était autrefois le principal centre de la culture juive séfarade en Europe du Sud-Est. Un centre de la vie juive dans les Balkans et en grec est un berceau d'idées, d'art et d'innovation pour les juifs et les chrétiens. Très peu ont survécu et sont retournés dans leur ville natale. Certains ont émigré aux États-Unis et en Israël, d'autres sont restés et ont formé la base de la communauté juive. Et je suis donc heureux d'accueillir l'orateur principal d'aujourd'hui, M. Léon Saltiel, qui est né et a grandi à Thessalonique et qui se trouve être le représentant du Congrès juif mondial auprès des Nations unies à Genève et de l'UNESCO, le coordinateur de la lutte contre l'antisémitisme pour le Congrès juif mondial et un membre de la délégation grecque à l'IHRA. Autant qu'historien, il a publié de nombreux ouvrages sur l'Holocauste en grec, dont son récent livre « Ne m'oubliez pas ». Ce livre contient une cinquantaine de lettres envoyées par 3 mères juives du ghetto de Thessalonique à leurs fils, qui se cachaient à Athènes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les lettres ont été écrites pendant la période de déportation des Juifs de Thessalonique et jusqu'au départ des 3 mères pour Auschwitz. Nous sommes tous très honorés que le livre de Léon ait remporté le prix international du livre de Yad Vashem 2021 pour la recherche sur l'Holocauste. En 2020, le livre a été transformé en documentaire et produit dans le cadre du festival annuel Dimitria, la principale institution culturelle organisée par la ville de Thessalonique. Le documentaire présente une lecture dramatique des lettres, dont certaines ont été écrites par la présidente de la République hellénique, Madame Katarina Sakaleropoulou. Il est dans nos projets de présenter le documentaire à Berne, si la situation épidémiologique nous le permet. Chers invités, pour la Grèce, l'expérience de l'Holocauste est à la fois un avertissement et une leçon pour le présent et l'avenir. L'éducation sur l'Holocauste n'est pas seulement un devoir moral envers les victimes et les survivants, mais aussi une voie solide pour renforcer l'esprit critique, forger des attitudes politiques responsables et protéger les droits de l'homme et la démocratie dans chaque pays ainsi que dans le monde entier. Merci de votre attention. Merci, ambassadrice Xarioradi. Comme présenté par l'ambassadrice, veuillez nous joindre à vous pour regarder et écouter le témoignage par Madame Jeannette Hadis. Je n'oublie jamais que ce sont les Grecs qui nous ont sauvé la vie à mon père, ma mère, ma sœur et moi. Et je les remercie de tout mon cœur. Je suis fière d'être grec, fière d'être suisse et fière d'être juif. J'ai un amalgame, le meilleur du monde. Je m'appelle Jeannette Hadis Bokhoropoulou. Ou Bokhoropoulou Hadis, je ne sais pas lequel je dois mettre le premier. Moi, je vis avec cette photo. C'est la famille de mon père. Son papa, 6 frères, une sœur, tous avec leurs enfants dans cette photo-là. Chaque fois que je vois cette photo, je me demande, Hachem,
qui je suis, moi, que tu m'as sauvé. Tu as sauvé ma mère, mon père et ma petite sœur. Je ne peux pas comprendre. C'est pour ça que je vis avec cette photo-là. Parce que cette photo, c'est moi, c'est mon enfance, c'est ma famille. Seulement celle-ci, une petite cousine à moi, fille de grand frère de mon papa, c'est quelque chose d'inimaginable. Elle est revenue d'Auschwitz, elle frappe à la porte, elle a demandé « Est-ce qu'il y a quelqu'un de ma famille qui est sauvé ?» Ils ont dit « C'est oncle Isaac ». Alors, il frappe à la porte, papa va ouvrir et il voit Rachel. Mon enfant, où sont les autres? Il n'y a pas d'autres. Pas pour les mamans, il lui dit, peut-être qu'ils vont venir plus tard. Et papa, je ne l'ai pas vu, mais peut-être il est avec les autres. Ça. Alors, chaque soir, on dormait ensemble, chacune à son lit. Et on parlait de tout, mais elle ne nous parlait jamais de la Shoah. Un soir, mais chaque soir, elle sortait un morceau de savon, elle le mettait sur la table de nuit et elle dormait. Et ça sentait mauvais. Une fois, deux fois, trois fois, quelques semaines ont passé. Alors un soir, je lui ai dit, écoute, si tu ne me dis pas le mystère de ce savon, je ne te laisse pas dormir toute la nuit. Alors, elle a commencé à pleurer. Et elle m'a dit peut-être que ces morceaux de savon, c'est le corps de ma maman et de mon papa. Alors moi, quand j'ai entendu ça, je ne pouvais pas imaginer, moi, toutes ces atrocités-là. Alors j'appelle mes parents et ils ont commencé de la prendre dans les bras et ils croyaient qu'elle est folle. Alors elle nous a raconté toutes les atrocités. Mais je me rappelle toujours cette soirée parce que c'était tellement touchante. On était tous toute la nuit comme ça dans les bras, on pleurait. Et jusqu'à ce moment-là, on avait toujours l'espoir que quelqu'un va venir, ou tous, ou plusieurs. Mais malheureusement, elle nous a dit qu'il n'y avait aucun espoir. Et on a commencé à pleurer et on a commencé le deuil que malheureusement, ça ne finit jamais. C'était une époque horrible, horrible. Je ne sais pas comment on a survécu. Et je me rappelle qu'un soir, on a entendu la porte frapper très fort. Papa ouvre, quelqu'un l'a mis comme ça. Ils sont entrés dans la maison et ils ont dit « On aime votre maison et on voudrait quelques chambres ». Ils ont pris toutes les chambres d'amis, ma chambre et la chambre de ma sœur. Et le traducteur a dit, écoutez, vous prenez vos filles dans votre chambre. On dirait qu'on avait besoin de conseils, enfin. Alors, un jour, il y avait seulement un Allemand et il était couché et la porte était ouverte. Alors ma petite sœur passe de là-bas et elle le voit de manger le chocolat, chose inimaginable à ce temps-là. Maman, elle a commencé à pleurer, je veux du chocolat. Alors maman va vers
vers l'allemand et il lui a fait comprendre pour lui donner un peu de chocolat à la petite qu'elle pleurait. Lui, il s'est levé, on croyait qu'il va lui donner et il a donné malheureusement un coup de pied horrible à ma mère qu'elle s'est jetée dans l'autre côté de la chambre. Ma petite sœur, elle était sur maman, elle pleurait, maman, elle ne bougeait pas. Et moi, j'étais devant lui, glacée, tremblante, et j'entendais mes dents claquer. Comme ça, j'avais peur parce que lui, il mangeait le chocolat, il projetait le pistolet, l'arme vers moi. Et moi, je tremblais tout entière, mais j'étais pas, je ne pouvais pas bouger pour aller vers maman, vers ma sœur. À un moment donné, j'ai trouvé la force, toute tremblante, et je vais vers maman. Et maman a mis sa main sur ma tête. Là, j'ai compris qu'elle était vivante. Maman, ma petite maman, tu es vivante, et j'ai perdu connaissance. Je ne sais pas combien de temps. Maman, elle me caressait la tête et je me suis réveillée parce que ma sœur pleurait beaucoup, très fort. Elle nous a dit, maman, faites attention les enfants, quand papa va venir, il ne faut pas lui raconter ça. Parce que peut-être il va dire quelque chose à l'allemand, il va nous le tuer. Je vais lui dire moi plus tard, mais pas vous, vous allez rien dire. Oui, maman. Et comme ça, c'était un miracle après, comme le jour de la Shoah, il n'y avait pas des Allemands à la maison. Ils sont partis tôt le matin, ou plutôt un jour avant, pour aller faire la guerre aux partisans. Je me rappelle comment on est parti de la maison pour aller à la montagne avec les partisans. Ce sont les Grecs, les amis grecs et les voisinages qui sont venus. Ils nous ont dit qu'il n'y a plus de Juifs à Yanina. Il faut partir et aller à la montagne. Aller où? Non, il faut bien vous habiller. Vous prenez rien du tout avec vous et vous partez. On va vous indiquer où. Et alors, on part. Et puis, il neigeait pour la première fois. Et il fallait traverser une grande plaine. Alors, on marche dans la boue jusqu'à là. Et on arrive dans un endroit qu'il y avait deux chemins, à droite et à gauche. Et papa, il s'arrête, il dit maintenant, on va où? On va à gauche ou à droite? Et à ce moment-là, il y a un jeune homme avec des yeux bleus et des cheveux blonds, qu'il se trouve devant nous et sans rien lui dire, il nous a dit, allez à droite. Et papa a dit, Beshem Hashem, au nom du Seigneur, on va aller à droite. Et en marchant, on a tourné la tête pour le voir, mais il n'y avait rien. Il n'y avait personne et c'était une plaine qu'il n'y avait même pas un arbre. Et papa a dit que c'était un ange qui est venu vers nous. On va à droite. On entre dans le village et on voit une jeune femme qui vient avec les bras ouverts comme ça. Et c'était la fille d'un ami de papa.
Alors il a dit, autant qu'il y a la guerre, vous serez chez nous. Elle nous a pris à la maison, elle et son mari. Et ils ont commencé à nous mettre des draps, des choses, des matelas pour dormir et tout ça. Vous allez rester ici. On a dormi. Vers 5 heures du matin, la porte qui sonne, qui tape comme ça. Et papa a dit, maintenant c'est fini. Ce sont les Allemands qui sont venus nous chercher. Ils ouvrent la porte et il y avait des villageois avec des chevaux. Ouais. Alors, on se met sur les chevaux, sous la pluie, et on va à un village qui s'appelle Tseritchena. Ce village, c'était notre sauveur. On est resté là-bas 8 mois longs. Si je suis vivante, si mes parents étaient vivants et ma sœur aussi, c'était grâce aux Grecs. Ils étaient extraordinaires avec nous et on n'oublie jamais. Alors, un jour, ils ont capturé un Allemand. Alors, il était très jeune et ils l'ont attaché sous le soleil du mois d'août et ça dégoulinait de partout, la transpiration et tout ça, et ça se voyait comment il était malheureux. Et maman, elle a eu pitié de lui parce qu'il était très jeune. Alors, il lui a donné de l'eau fraîche de la fontaine et des raisins. Et lui, il a dit pas merci, bien sûr, parce que c'est un Allemand. Alors, il a commencé à boire et à manger, à boire et à manger. Et sur ce grand plaisir qu'il avait, maman lui dit, moi je suis juive. Quand il a entendu ça, il a pris l'eau et les raisins, les ajoutés. Grâce à Dieu, je suis ici. Et je ne sais pas combien encore. Mais je voulais dire à tout le monde que je vous aime, que je vous bénisse et que le bon Dieu fasse un grand miracle, nous donner la paix au monde entier. Parce que tout le monde est enfant de même Père céleste. Thank you, Ms. Khadis, for your moving testimony. Merci, Madame Khadis. Et j'aimerais inviter M. Mark Wojciechowski maintenant sur scène. Il jouera le Kaddish de Maurice Ravel.
Thank you, Mr. Warshawski. Merci, Monsieur Warshawski, pour cette pièce émouvante. Je vous présente maintenant notre dernier intervenant, le Dr Léon Saltiel. Il est historien, il est délégué au Congrès juif mondial et auteur du livre The Holocaust in Thessaloniki, l'Holocauste à Thessalonique. Chers survivants, membres du Conseil national, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis honoré de me trouver devant vous aujourd'hui pour parler de l'histoire de la communauté juive de Thessalonique, une communauté dans laquelle je suis né et à laquelle j'appartiens, et dont ma famille est un membre très actif. Je souhaite remercier l'ambassade de Grèce, en tant que président de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, pour avoir organisé cet événement dans le cadre de la Journée internationale de la commémoration, ainsi que le gouvernement suisse, la communauté et les institutions juives, l'ambassade d'Israël et tous les autres membres de l'IHRA pour leur soutien. Depuis plus de 20 siècles, la Thessalonique ou Salonika ou Saloniki abrite une communauté juive dynamique. Les premiers juifs sont peut-être arrivés d'Alexandrie vers 140 avant notre ère. L'ancienne communauté juive de Thessalonique constituait un exemple typique de communauté juive dans un centre urbain méditerranéen des époques hellénistiques et romaines. C'est dans la synagogue de la ville que l'apôtre Paul est venu prêcher la nouvelle religion, connue sous Lettres aux Thessaloniciens. À la suite de l'Inquisition espagnole en 1492, des milliers de Juifs ont fui et trouvé réfugié à Thessalonique, créant ainsi une communauté juive importante et florissante, l'une des plus importantes au monde. Ces Juifs étaient appelés séfarades et ont conservé jusqu'à nos jours le vieil idiome castillan qu'ils parlaient, connu sous le nom de ladino ou judéo-espagnol. Les Juifs étaient très présents dans toutes les sphères de la vie publique, sociale et économique. Et grâce à leur réseau européen, ils étaient les principaux agents de l'innovation, de nouvelles idées et de la prospérité économique. Un grand centre d'enseignement juif, Thessalonique fonctionnait selon le calendrier juif, tout étant fermé le jour du Shabbat. Il n'était donc pas étonnant que certains de ces noms incluent le Jérusalem des Balkans ou mer d'Israël. Lorsque l'armée grecque est entrée dans la ville en 1912, la communauté juive constituait la majorité des habitants, soit quelques 80 000 personnes sur une population de 150 000 habitants. C'est une réalité qui a marqué le caractère fondamental de la ville. Cela signifie que Thessalonique était probablement la seule grande ville d'Europe avec une majorité juive. Cette longue et illustre histoire a pris fin brutalement avec la déportation et l'assassinat de la grande majorité de la communauté dans le camp de la mort d'Auschwitz. Plus de 90% des quelques 50 000 juifs en 1943. En moins de 4 mois, la population juive de la ville a été transportée dans des wagons à bestiaux. Environ 80 personnes par wagon, sans aucune distinction entre les enfants, les malades, les personnes âgées ou les femmes enceintes. La plupart des gens allaient directement dans les chambres à gaz dès leur arrivée. Aujourd'hui, nous honorons leur mémoire, ainsi que celle des 6 millions de Juifs européens victimes de la haine et de l'antisémitisme qui ont été assassinés par les nazis et leurs collaborateurs. Et nous honorons aussi ceux qui ont risqué leur propre vie afin de sauver les Juifs. C'est ainsi qu'une mère juive de Thessalonique, Sarina Saltiel, a décrit ce qui s'est passé pendant les déportations, dans une lettre adressée à son fils, qui vivait à Athènes. Le premier convoi est déjà parti. Nous ne savons pas où. Le second partira aujourd'hui. Le jour du départ, les gens deviennent fous. Ils brûlent leurs papiers, leur monnaie papier. Ils détruisent leurs meubles. Ils poussent des cris d'animaux mortellement blessés. Puis, après avoir abandonné tous les fruits de leur labeur et de leur travail, ils partent emballés comme des sardines et traités pire que des animaux, dans des wagons à bestiaux.
Les quelques survivants qui sont revenus, soit des camps, soit de la clandestinité, soit des combats avec la résistance, n'ont trouvé pratiquement aucun membre de leur famille. Leurs maisons ont été pillées, les synagogues détruites et leur ancien cimetière complètement déterré. Ils ont eu la tâche difficile de reconstruire la communauté et la vie juive. Aujourd'hui, la ville continue d'abriter une communauté juive fière et active qui entretient 3 synagogues, une école juive et une maison de retraite, un camp d'été, un musée et qui organise plusieurs événements culturels tout au long de l'année. Un musée de l'Holocauste est actuellement en projet dans la ville, avec le soutien du gouvernement grec et d'autres gouvernements et institutions du monde entier, afin de préserver leur mémoire et afin d'éduquer les générations futures. Je vous remercie. Merci, Dr Saltiel. Nous allons maintenant conclure la cérémonie de commémoration par une prière à la mémoire des victimes de l'Holocauste. C'est le Kaddish lu par le rabbin Cohn. Please, we should stand for Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה חירותי והמליך מלכותי, בחייכון וביומכון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מורך לעולם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי די קודשה בריחו, לעילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה, ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. Thank you all. Merci à tous pour votre participation à cette journée internationale de souvenirs. Toda Rabba Vegam Shalom. Merci beaucoup. Okay.